Merci d'être présenté et présent. Je suis toujours très content d'avoir des amis fidèles. Et puis ce soir, grande nouvelle, une étudiante du lycée Joliot-Curie qui participe à cette séance de philosophie. Merci à Cométique de mettre à notre disposition les moyens vidéo. Merci à Joliot-Curie de mettre à notre disposition cette salle. Et puis surtout, merci à Anaïs de venir de Marseille pour nous donner ses connaissances, en tous les cas, nous les faire partager. La dernière fois, donc la semaine dernière, elle nous a, je crois, pas mal bousculé avec des propositions inhabituelles, en tout cas dans la forme et aussi dans le fond. Et ça m'a rappelé d'autres vies de l'époque où je m'intéressais à l'informatique avancée, notamment à l'intelligence artificielle. Et je crois que ce soir, on va avoir un nouveau morceau à propos d'intelligence artificielle. Donc ça va me faire remonter quelques jolis souvenirs, qui étaient des souvenirs professionnels, mais où avec des techniciens de haut niveau, nous avons réalisé des systèmes experts particulièrement performants. Et c'était capter la connaissance des experts pour permettre à la machine de réaliser ce que l'homme n'avait pas toujours le temps, l'envie ou l'humeur de faire. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il n'était pas sensible à la météo, à la santé, à l'environnement. Il fonctionnait de manière très, très régulière, avec des résultats qui étaient au moins aussi performants que ceux des experts. Je vous souhaite une très très belle soirée, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, moi, ce que je compte faire ce soir, c'est deux choses. Revenir quand même pour bien poser les choses par rapport à la semaine dernière, parce qu'on a évoqué l'impossibilité et de dire qu'on est un corps et de dire qu'on a un corps. Mais il faudrait quand même, pour que ce soit clair, préciser que c'est pas du tout parce que c'est pas pour des raisons rhétoriques, mais ça pose un vrai problème de savoir ce que nous sommes en réalité. Et du coup, cette question de savoir ce que nous sommes se retrouve en écho dans les grandes querelles qui animent encore de nos jours les questions de l'intelligence artificielle, du point de vue surtout de la conscience de soi et de la capacité à générer des états qui pourraient être associés ou en tout cas comparables à ce que nous, on pourrait considérer comme des états psychiques, des états affectifs même, pourrait-on dire, comme on peut le remarquer dans beaucoup de films de science-fiction qui traitent de l'étrangeté et parfois même de l'inquiétude forte, d'imaginer que des machines que nous aurions nous-mêmes générées puissent désirer ensuite nous supplanter, donc aurait le désir de domination par exemple, et donc c'est les films comme Matrix, Terminator, Blade Runner. Et encore que Blade Runner, ils sont pas méchants en fait, les répliquants, mais bon, malgré tout. Enfin, on n'arrête pas avec ce genre de science-fiction. Donc ça voudrait dire qu'on part du principe que ce que nous appelons l'esprit, la conscience, donc ce que les Anglais appellent mind, parce qu'en fait on va voir que c'est des questions qui se posent surtout en philosophie anglo-saxonne, serait différent, ce mind, cette mens en latin, qui a donné mental, donc l'esprit serait différent, ne serait pas associé à la matière neurologique qui est le propre du cerveau humain, puisqu'on pourrait supposer reproduire les causes qui produisent, les causes donc cette fois analogiques, des causes informatiques, pour parler plus rapidement, des causes qui pourraient reproduire comme effet un esprit. Autrement dit, l'esprit ne serait pas lié au cerveau. Or, c'est l'impression que nous avons, nous, au départ, sans réfléchir, spontanément, peut-être même par intuition, quand nous disons que nous avons un corps. C'est-à-dire que nous posons au départ un sentiment dualiste. Autrement dit, nous avons l'impression que, d'une certaine manière, nous sommes composés. Donc il y aurait une composition organique qui est nécessaire, qui nous inscrit dans l'espace et le temps, qui nous rend vivants, qui fait aussi que nous pouvons être là, prendre conscience du monde, etc. Si nous étions effectivement dépourvus de nos 5 sens, on conçoit très bien que nous ne pourrions rien penser, donc nécessairement nous avons besoin d'un corps vivant, etc. Mais par ailleurs, nous avons l'impression, et les religions en témoignent,
il se pourrait bien que nous puissions nous dégager de ce corps et que ce que nous appelons le moi en particulier peut prendre la forme de l'âme qui, du coup, pour ne pas être du corps, doit nécessairement être complètement différente au point d'être immatérielle, incorporelle, c'est-à-dire de représenter une deuxième substance, comme le dirait Descartes, une substance donc cette fois pensée et qui a comme caractéristique donc d'être tout sauf du corps. Tandis que le corps, lui, pour résumer, on pourrait dire, d'après Descartes, dans son dualisme, le corps, lui, appartient ou est un représentant de la substance étendue, qui, comme son nom l'indique, représente ou explique plutôt tout ce qui existe en termes de dimension, quelle que soit la dimension, enfin, quelles que soient les dimensions. Donc ça doit occuper donc un espace. Et on en était arrivé à des remarques donc un peu paradoxales, en disant, si on est franchement dualiste, il faut considérer, par exemple, que l'âme n'est nulle part. Parce que si l'âme n'occupe aucun espace en tant qu'elle n'est pas un corps, la question de savoir où la situer dans un espace géométrique ou physique n'a plus aucun sens. Autrement dit, quand on est vraiment cartésien, encore que Descartes, je vais préciser, avec tout à fait conscience de cela, et donc il a proposé une troisième voie, toujours est-il que quand on est très dualiste, disons, on doit en arriver à dire que c'est un mystère. Savoir ce qu'est l'âme, ce qu'elle fait, etc., c'est mystérieux. Le mystère, du coup, échappe à la science, et donc, comme le dirait Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, il ne faut pas en faire un objet de réflexion et de science, et ça appartient au domaine de la croyance, des religions, de la spiritualité, du sentiment personnel, mais ça ne peut pas prendre, tenir lieu de science, de connaissance et de discours scientifique. Je précise donc pour terminer là-dessus que Descartes, lui, proposait du coup pour sortir de cette difficulté et de la contradiction, à savoir je suis une âme qui serait liée à ce corps, il me fait exister ici-bas. Comment cela se peut? Ah ben oui, Dieu. Dieu est nécessaire. Dieu, c'est le créateur de tout, au point qu'il est le créateur des vérités éternelles, ce qui fait qu'il est tellement puissant qu'il lui-même il a inventé le principe de non-contradiction. Autrement dit, si Dieu l'avait voulu, on aurait pu envisager que une chose aurait pu être et ne pas être en même temps, c'est-à-dire que les contradictoires soient possibles. Donc il propose, il dit voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer la relation nécessaire entre ce que nous appelons l'âme d'un côté qui relève de la substance pensée et le corps qui relève de la substance étendue, chose qui nous paraît impossible, mais Dieu, lui, le peut, puisqu'il est le plus puissant, il est Almighty, tout puissant. Eh bien, c'est l'union substantielle, c'est la troisième substance, c'est-à-dire une entité, pour nous qui sommes structurés par le principe de contradiction, c'est impensable, mais c'est pourtant ce que nous sommes, une union substantielle. On ne peut pas dire, du coup, même quand on est cartésien, au fond, si on va aller jusqu'au bout une fois passé donc la difficulté de la deuxième méditation, en allant vers la troisième, il faut pouvoir, même quand on est cartésien, dire, ici et maintenant, tant que je suis vivant, je ne suis pas qu'une âme, et je n'ai pas un corps. Je suis l'union de l'âme et du corps. Je suis indivise. Je suis ça, je suis du vivant, je suis cet être-là qui parle, qui a ce corps, etc. Même donc Descartes le dit. Donc ça, c'était l'intuition que nous avons d'être composés. Mais force est de constater que de plus en plus, du fait même de l'observation rendue possible par les IRM, les scanners et autres, et les grandes découvertes qui ont été faites depuis De Broca au moins sur la façon dont les états psychiques, les manières de penser proviennent du fonctionnement cérébral, de plus en plus aussi, on est bien obligé, contraint de reconnaître qu'il semblerait tout à fait envisageable de décrire le phénomène de la conscience comme un phénomène émergent, lié à l'activité purement matérielle, électrochimique, du cerveau. Le cerveau, bien sûr, n'est pas que cette matière grise enfermée dans un crâne. Le cerveau est directement connecté à des organes qui lui sont nécessaires pour d'abord traiter des informations, se nourrir, grandir. Il est donc plastique, il est toujours dynamique, et en particulier l'œil, qui est avec le nerf optique qui est, on le sait, la rétine. Il semblerait que, dans l'évolution, la théorie de l'évolution, il semblerait que la rétine, ce soit une partie du cerveau qui aurait migré en périphérie du crâne,
au début, c'était une cellule photoélectrique qui ensuite, qui est devenue ce qu'elle est, pour nous en tout cas. Donc le cerveau, c'est du corps. C'est du corps au point même qu'il est, il est sensible, le cerveau. C'est pas par exemple, justement c'est ce qu'on va interroger avec John Searle, ça ne peut pas être sans doute un système complètement enfermé sur lui-même. Il faut considérer quelque chose de holistique, on pourrait dire, ou moniste. Disons que c'est un tout. Il n'y a pas à distinguer là non plus entre l'organe calculateur, l'organe penseur, enfin, ceux qui pensent, et le corps par lequel il a des sensations, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire à nouveau le modèle dualiste. C'est pour ça que John Searle, autour des années 1980, écrit un article, donc c'est un philosophe toujours vivant, qui s'intéresse de près en fait à la question de l'esprit, de la pensée. Et il a écrit un article intitulé Minds, Brains and Computers, qui veut dire les esprits, les cerveaux et les ordinateurs. Rien que dans le titre, on remarque qu'il distingue, comme d'ailleurs on l'a fait tout à l'heure, donc ce qui est de l'ordre de l'esprit, le cerveau, qui serait la base organique, et du coup les machines, les computers. Et une de ces grandes critiques va porter sur le fait que l'erreur que commettent, sans s'en rendre compte nécessairement, ceux qui veulent défendre une théorie ou un modèle computationnel, calculatoire de l'intelligence, qui ne passerait pas par le mystère d'une âme, par exemple, mais qui s'expliquerait par des lois de la nature de type, pas la nature purement physique, mais la physique, on le sait, on peut partir du principe que c'est l'application, ce sont des mathématiques appliquées, par exemple, et bien que du coup la pensée, ce sont des règles de mathématiques, des lois mathématiques, qu'il s'agit de combiner, de trouver la bonne combinatoire, les différents types de combinatoires, pour générer un phénomène au moins comparable, si ce n'est identique, à ce qu'on appelle pensée. Alors, du coup, voilà ce que va proposer donc John Searle. Il rappelle d'abord donc, ce que je vais faire, mais au moins ça sera très honnête, plutôt que de faire un résumé qui risque d'être, faux de ma part. Donc j'ai l'article sous les yeux de John Searle, j'ai repéré les moments les plus importants, et je vais rappeler ce qu'il a écrit avant d'en discuter avec vous. Parce que le résumé que je pourrais en faire risque de le dénaturer. Donc, il est quand même compacté, mais disons moins qu'un simple résumé. Alors, donc, la question qui pose, c'est celle que j'ai posée. Est-ce qu'on pourrait considérer que les modèles d'intelligence artificielle ou de cybernétique sont des modèles qui peuvent être des représentants fidèles de ce qui se produit dans le cerveau, dans l'esprit? Est-ce que le cerveau fonctionne à la manière d'un ordinateur? Et donc, est-ce qu'on va pouvoir dire, par exemple, qu'une machine de type ordinateur pense? D'accord? Voilà, c'est la question qu'il pose. Alors, il distingue déjà, effectivement, il y a deux tendances, deux modèles, deux types de théories. Il y a une théorie faible, une théorie forte, des fanatiques et des gens plus modérés, disons. Donc, d'abord, il rappelle que d'après l'hypothèse faible, il faut considérer l'intelligence artificielle comme un modèle qui me permet de réfléchir et de penser à ce que pourrait être un aspect du fonctionnement de la pensée, ou plutôt une manière de penser la façon qu'on a de construire des idées, etc. Là, on peut essayer, pourquoi pas, des systèmes automatisés puissants pour essayer de voir comment nous aussi, les choses peuvent se produire dans le cerveau de manière comparable. Et on voit d'ailleurs que ça peut donner des choses très intéressantes dans le domaine du soin, de la thérapeutique, de la récupération, par exemple, de personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, par exemple. Et donc, le modèle cybernétique peut permettre de retrouver, essayer de proposer des techniques à nouveau d'apprentissage, de réapprentissage. Pourquoi pas? Donc, c'est un modèle faible parce qu'on se contente de dire, on ne propose pas une identification, on se contente de comparer. En sachant qu'il y a une marge d'erreur tout à fait possible. En tout cas, on ne dit pas le cerveau, c'est comme un ordinateur, ou c'est un ordinateur, ou on ne dit pas surtout l'ordinateur produit de la pensée. Voilà. Tandis que du coup, la version forte, c'est le contraire. La version forte de l'intelligence artificielle, la version radicale, considère que, comme je le dis, sort dans ce que j'ai souligné, que l'ordinateur n'est pas seulement un outil pour les études du cerveau, de l'esprit, mais c'est vraiment
is here a mind. C'est un esprit. C'est un genre d'esprit. On pourrait générer un nouvel esprit, ce que donc les films de science-fiction ont tendance à prendre très au sérieux. Voilà. Alors, du coup, en prenant donc l'idée de Searle, c'est bien sûr de montrer que si on peut retenir tout à fait très sérieusement la première hypothèse, faible, de l'intelligence artificielle, en revanche, pour ce qui est de la seconde, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par ce type de réductionnisme, la réduction du fonctionnement et des attitudes cognitives qui sont donc liées au cerveau, à donc une simple combinatoire, simple et extrêmement compliqué en fait. Il y a des calculs, une série d'opérations en fait de type calculatoire. Bon, alors, il s'agit du coup, par exemple, de proposer pour cela ce qu'on a appelé ensuite la chambre chinoise, un modèle de pensée, une expérience de pensée. Vous allez comprendre ce sur quoi elle s'appuie. Donc, je vais proposer, donc je résume. Donc, il imagine, lui-même, il dit suppose that I'm locked in a room. Supposez que je suis enfermé dans une pièce. Donc, il faut imaginer une pièce fermée. Donc, il n'y aurait qu'une petite ouverture par laquelle d'abord on lui fait passer un grand bac qui contient des écritures, des idéogrammes chinois donc, de ce type. Donc il reçoit ceci. Bien sûr, Searle ne parle pas du tout chinois. Il ne comprend rien au chinois. Il n'est même pas capable de dire. Il ne sait pas si c'est du chinois, du japonais, du coréen. En plus, il ne sait pas. Il ne sait même pas reconnaître que c'est chinois. Bon. Donc il dit je ne comprends rien. Supposons du coup qu'on lui donne un deuxième bac dans lequel il a a set of rules, donc un ensemble de règles pour corréler ce qui se trouve dans le premier bac, donc les idéogrammes du premier bac, entre eux. Donc ça ressemblerait à ceci. Donc ici on vous propose un modèle. Alors c'est en anglais parce qu'en fait j'ai du mal à le trouver en français. Il y a juste écrit, voilà, dans le deuxième bac, le type de règle qu'on trouve, c'est if you see this shape. Donc bien sûr, comme c'est écrit en anglais et qu'il est anglais, il comprend très bien cette langue-là. Donc les règles sont bien sûr données dans la langue comprise par Searle. Si vous trouvez ces formes-là, alors il faut produire ces formes-là. Il faut chercher dans l'autre bac donc les idéogrammes qui correspondent à ça. Donc il s'agit d'appliquer simplement ces règles de corrélation et de combinaison. Voilà. Supposons qu'on lui donne ensuite un troisième bac, où là on lui propose, à partir de ces règles-là, ces règles il les a, donc il a, je rappelle, des idéogrammes, qui pourraient être donc des arguments de fonction. Il a ensuite les règles, et troisième bac, on va lui donner que des idéogrammes qui sont agencés de telle sorte qu'il y a déjà des règles dedans, et il faut qu'il réponde. En gros, il n'aura plus que d'une combinaison d'idéogrammes, et en fonction des combinaisons d'idéogrammes, chercher la règle qui s'applique pour produire la bonne réponse. D'accord ? C'est input, output en anglais, c'est-à-dire demande, réaction. Donc, question, réponse, question, réponse. Bon. Donc imaginons que hypothèse bien, que tout ça, il le fait bien, il considère du coup, que va-t-il se passer ? Il est tellement bon à ce jeu que, alors qu'il ne comprend pas un mot de chinois, à chaque fois qu'on va lui poser une question en chinois, par un jeu de combinatoire, il va produire une combinaison d'idéogrammes qui correspondront vraiment, cette combinaison correspondra vraiment à une phrase en chinois. C'est-à-dire que le test de Turing sera passé. Je rappelle que c'est le test qui consiste à savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si on parle ou pas, ou si on a affaire ou pas à un être artificiel, à un être sans conscience de soi de type humain. Là, pour le coup, par exemple, on ne peut pas savoir si on a ou pas affaire à quelqu'un qui parle chinois, vraiment. C'est-à-dire que les réponses qu'il va fournir seront toujours correctes, et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'il ne sait pas du tout ce qu'il dit, et qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit. Donc, à quoi ça sert ? Bon, c'est pour montrer qu'il y a une différence essentielle, du coup, entre calculer d'un côté et comprendre de l'autre, en fait. C'est-à-dire que ce qui échoue à être, pour Searle,
le gros problème de l'intelligence artificielle dans son hypothèse forte, c'est de confondre le phénomène de la compréhension, donc c'est understanding en anglais, qui est lié à la question de la signification, meaning, de confondre cette activité-là de la pensée avec le fait de combiner, comme ça, des règles, de produire des résultats en fonction de combinatoires. Et que parler une langue, par exemple, ça implique une dimension, une troisième dimension, une certaine épaisseur dans la manipulation des mots et des propositions, que ici, dans son exemple de pensée, dans son expérience de pensée, on voit bien que ça manque complètement, puisque vous aurez compris que celui qui est dans la chambre, c'est l'ordinateur. Donc en fait, il reproduit en modèle, par une expérience de pensée, le fonctionnement d'un ordinateur. Je rentre comme ça des données dans l'ordinateur, je lui pose des questions, j'ai l'impression qu'il les comprend. Il répond toujours juste, il ne comprend rien à ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Bon. Donc c'est ça qui est très intéressant. Alors, donc, tout ça prouve, selon Searle, que le programme par l'ordinateur, le programme cybernétique, n'est pas du tout pertinent, complètement hors sujet, complètement hors jeu, quand il s'agit de comprendre ce que c'est justement que de comprendre une histoire. On ne peut pas prendre le modèle cybernétique, informatique, machinal, algorithmique, pour rendre compte ou décrire ce qui se produit quand on dit qu'on comprend quelque chose. Ça n'a absolument rien à voir. C'est autre chose qui se produit, il n'y a pas besoin de démonstration, on a compris ce qu'il voulait dire. C'est autre chose qui se produit. Donc toute la question, bien sûr, est de savoir ce qui se produit vraiment. Mais alors, avant ça, ce qu'il va montrer... Voilà. Alors, ce qu'il va montrer, c'est que justement, les erreurs que font ceux qui croient dans la force de l'explication du modèle de l'intelligence artificielle portent sur le fait qu'on a tendance à projeter en fait sur nos outils intelligents, entre guillemets, donc sur les machines que nous produisons, des attitudes qui sont en fait humaines. Donc typiquement, c'est une erreur anthropomorphique. Donc, par exemple, il donne des exemples intéressants. Il dit, ça nous arrive effectivement de dire, nous disons, dit-il, que la porte sait quand elle doit s'ouvrir grâce à sa cellule photoélectrique, porte automatique. Ou bien on peut dire que la machine à calculer, donc la calculatrice, sait comment additionner et soustraire. Ou bien on dit que le thermomètre perçoit les changements de température. Alors, vous voyez qu'en fait, au lieu de considérer que la machine est un modèle d'explication de notre interaction avec le monde des symboles ou bien même avec notre corps, c'est l'inverse. En réalité, on n'a pas progressé en fait, vraiment, dans la mesure où c'est nous qui plaquons sur ce que nous fabriquons des processus ou des intentions, le mot est donné, qui en fait n'appartiennent qu'à nous. Donc on ne peut pas considérer que la machine est un modèle explicatif, c'est plutôt nous qui avons tendance à expliquer la machine plutôt qu'elle ne nous explique, en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Bon. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qui se demande maintenant, à la fin de son article, est-ce qu'on peut dire, du coup, qu'une machine peut penser? Alors là, vous allez voir, la réponse est intéressante, parce que, mais oui, elle peut penser. Parce que mon cerveau est une forme de machine. Pourquoi pas une machine organique, et c'est là qu'est la différence. La machine organique n'a rien à voir dans sa structure, dans son évolution, dans son interaction avec le milieu, les sensations, etc. Et Damasio rajouterait les émotions, par exemple. On va voir, ça peut être une piste intéressante. Ça n'a rien à voir avec les systèmes cybernétiques qui sont assez fermés, qui sont sans vie, entre guillemets, que nous pouvons construire. Il y a une différence vraiment essentielle, en fait, entre les deux. Donc, il faut se passer de ce type de raccourci. Il faut même aller jusqu'à dire que, par exemple, la différence primordiale, qui d'ailleurs nous distingue sur ce point des grands singes et de notre plus proche cousin, le chimpanzé en particulier, c'est que nous sommes des êtres qui manipulons des symboles. À ce titre, ça veut dire que nous
nous savons ce que signifie un mot, c'est-à-dire nous savons que c'est le symbole de quelque chose. Alors ce quelque chose, on a vu que ça peut être un peu compliqué, mais le plus important, c'est de savoir que quand on parle, il y a l'intention de signifier, de faire signe. Il y a un contenu, un objet de pensée, en fait. Tandis que, par exemple, de fait, jusqu'à un certain point, le chimpanzé est capable de manipuler, d'avoir une activité symbolique, puis à un moment donné, il s'arrête, alors que l'enfant, lui, humain, par exemple, à l'âge de 2-3 ans, non seulement il a passé le test de la tâche de Gallup, donc il reconnaît son reflet dans le miroir, c'est le test de la tâche, il met une tâche là, n'importe où, et il fait ça, plutôt que ça. Donc ça, les chimpanzés le réussissent très bien, mais les choses qu'ils sont incapables de faire, c'est de dire « je ». Et pas simplement parce qu'ils n'ont pas les organes phonatoires. C'est qu'en fait, ils n'ont pas une représentation symbolique du pronom personnel, des pronoms personnels. Ils ne peuvent s'identifier que par un nom propre. Comme un enfant qui dirait « Paul veut manger ». Et puis un jour, il dit « je ». C'est un peu assez brusque quand il commence à manipuler le pronom personnel. Et il a découvert quelque chose qui fait qu'il est lui, quelque chose qui fait qu'il est humain, c'est le monde des symboles. Or, de fait, l'ordinateur, lui, pour l'ordinateur, il n'y a aucun symbole. L'ordinateur ne manipule pas des symboles parce qu'il ne sait pas que ce sont des symboles. En fait, qu'est-ce qu'il manipule? Il manipule juste des règles. Mais il ne sait pas sur quoi elles s'appliquent. Exactement comme l'expérience de pensée qu'il nous a donnée tout à l'heure, quand il prend des idéogrammes, il les combine d'une certaine manière sans savoir ce qu'il fait. Donc en fait, il s'amuse avec des règles. C'est comme faire un sudoku qui ne sert à rien. Hein. Bon, ben là, c'est pareil. Voilà. Bon. Donc parler, ça n'est pas ça. Donc, ça n'est pas ce genre de combinatoire. Alors, du coup, ce qui manque en fait à l'ordinateur et ce qui manque pour penser vraiment les théories de la pensée et du langage, c'est la question sans doute de l'intentionnalité, je vais en parler juste après, et en gros, c'est l'idée que tout est sémantique dans le langage, c'est-à-dire que la sémantique, ça n'est pas simplement le fait d'avoir une syntaxe, c'est le fait de vouloir dire quelque chose, en fait. C'est d'y mettre des objets de pensée dans ce qu'on dit. On va voir ensuite avec l'intentionnalité ce que ça veut dire. Du coup, pour terminer, moi je trouve que l'objection la plus forte, c'est celle qui fait en contestant justement, en montrant. Je trouve que c'est vraiment son argumentation la plus forte. Ce qu'il montre très bien, c'est que l'échec nécessaire mais vraiment nécessaire du coup, de l'intelligence artificielle forte, c'est de croire, sans s'en apercevoir, que penser était une activité qu'on pouvait séparer du cerveau. C'est-à-dire de retrouver le dualisme de Descartes. Je peux penser sans le corps. Et cette croyance-là fait que justement, on se dit, puisque je peux penser sans le corps, puisqu'on peut penser sans le corps, puisque la pensée n'a rien à voir avec le corps, alors il suffit de trouver un autre système qui serait le véhicule de cette pensée. Donc, comme le corps est le véhicule de l'âme, ce système, ce serait un ordinateur. Hein, et voilà. C'est une erreur fondamentale parce que, pour le coup, ça rend impossible toute forme de pensée. En fait, pour qu'une machine artificielle puisse penser, il faut construire un corps. C'est seul un clone peut posséder, selon Searle, une intelligence artificielle du même type que la nôtre. Il n'exclut pas le fait qu'il y a des intelligences artificielles réelles, mais avec la conscience de soi telle que nous on se la représente, avec les intentions, avec du coup ce dont on va parler ensuite, les émotions, il faut un corps en plus qui partage une forme de vie, et là c'est pour ça Wittgenstein en parle aussi, une forme de vie humaine, il faut un être humain. Alors à mon sens, du coup, la série ou les films de science-fiction qui sont les plus près de poser ces problèmes, enfin cette question, ces termes-là. Alors, en termes de science-fiction, je n'oserais pas parler du Christ, mais quand même, le fait que c'est... De fait, c'est intéressant parce que c'est la seule... D'ailleurs, pour les autres monothéistes, pour les autres religions monothéistes, c'est une aberration. Le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui s'incarne.
il est possible que pour pouvoir parler aux hommes, il faut penser comme eux. Et comment? En devenant un. Il est possible que c'est le seul moyen pour la super divinité, qui est infiniment différente de nous, de pouvoir du coup se mettre dans la peau d'un homme, d'être ce corps humain, de mourir, de faire l'expérience de la douleur, de la souffrance et de mourir, pour pouvoir enfin comprendre, quoi, se comprendre. Pourquoi pas? Donc ça, c'était la première... Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est profond, ça donne à réfléchir, il me semble. Et puis, bien sûr, je pensais sinon donc, à Battlestar Galactica, que peu de gens connaissent. La deuxième version, très très intéressante, c'est une série, hein, c'est vraiment passionnant, puis ça traite de tout, où on voit des Cylons, les Silence, c'est-à-dire une intelligence artificielle produite par des êtres humains, qui mettent fin aux règles d'Asimov, les règles qui empêchent un robot de se rebeller contre le créateur, et qui en fait n'ont de cesse de devenir humains. Au début, ils sont contents d'être des machines, mais en fait, très vite, ils veulent être des hommes. En fait, ils veulent être des hommes parce que c'est le seul moyen de penser vraiment. C'est une manière... Comment est-ce qu'on se libère en devenant des hommes? C'est bizarre, hein, mais c'est... Alors qu'on aurait l'impression, nous, que ce qui nous empêche de nous libérer, ce qui nous empêche d'être libres, c'est le corps, la matière. Et donc, par exemple, un corps technologique, comme certains le rêvent, avec tout qui est technologique, c'est enfin la libération, on va enfin... Mais peut-être que si on se prive de notre vulnérabilité, de nos sensations douloureuses, de nos émotions liées à l'adrénaline, à la peur, etc., peut-être qu'on va modifier la pensée, les cheminements de la pensée, le soi, le moi. Et donc, peut-être qu'on ne reste pas identique à ce qu'on voudrait en changeant totalement notre rapport au monde par le biais du corps. Putain. Voilà. Donc, je pense aussi à Blade Runner. Au départ, la nouvelle de Philippe K. Dick, qui s'intitule « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» C'est pas mal. Si je suis un androïde, comme moi, quand je dors, je rêve de moutons vivants. Je compte les moutons, voilà. Mais un androïde, est-ce qu'il rêve de moutons électriques? Et la nouvelle, elle est bizarrement, paradoxalement, c'est rare, un peu décevante par rapport au film de Ridley Scott, voilà, qui est vraiment intéressant. Et on voit que justement la question de l'humanité se pose. Les androïdes qui sont proposés dans le film, bien sûr, ils meurent d'abord. Ils ont une durée limitée. Donc ils font l'expérience de la mortalité, au fond. Et ils veulent absolument se fondre parmi les hommes. Ils veulent être des hommes. Bon, et ça c'est intéressant. Et à la fin, il y a un des androïdes je ne sais plus comment on les appelle. Pardon? Les réplicants. Oui, je crois que c'est un répliquant. Qui cite de la poésie. Et qui s'éteint. C'est-à-dire, la poésie, c'est tellement... On pourrait en parler tout à l'heure, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est vraiment quelque chose d'hyper humain. Donc c'est des films vraiment intéressants là-dessus. Tout ça pour dire du coup qu'on ne peut pas distinguer le cerveau qui est ce corps-là, puisque encore une fois le cerveau dans une cuve, un cerveau dans une cuve. J'extrais mon cerveau, je le laisse dans un coin, c'est plus le même, c'est pas possible. Ce cerveau-là, il est ce qui connecte, ce qui rend le corps opérationnel, ce qui connecte les sens et les sensations entre elles. C'est-à-dire que c'est pas un système qui pilote le corps. C'est ça que je veux dire. Il est le corps, le cerveau, en fait. Et la main, on est l'expression typique. Les yeux aussi sont le signe sont les extrémités du cerveau, on peut dire. Voilà. Donc si je supprime cette idée-là, que j'ai la pensée que mon corps produit, alors si je supprime ça, je ne sais pas ce que c'est que penser. Je ne peux pas générer de la pensée. Ce sera forcément décevant, ça ne fonctionnera jamais. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'exposer ce point avec vous. Donc du coup, pour en arriver ensuite maintenant à ce qui pourrait être intéressant, juste de creuser un peu avant qu'on puisse en débattre, c'est la question de l'intentionnalité. C'est un terme qui est revenu à la fin du 19e, début 20e chez Brentano en psychologie. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails parce que
c'est très compliqué pour moi, je ne comprends pas grand-chose en fait. La seule chose que je retiens bien, c'est que le mot intentionnalité vient en fait des scolastiques, c'est très ancien, c'est-à-dire des savants des premières universités médiévales, dont saint Thomas d'Aquin est un des grands représentants connus, et dans la philosophie scolastique, qui en fait prend appui chez saint Augustin, un des pères de l'Église, évêque d'Hippone, 5e siècle après Jésus-Christ, bien sûr pas avant. Bon. Il pose que la conscience, il se pose la question dans le livre 20 de ses confessions. Il se demande ce que c'est que le temps au départ. Et ça commence comme ça. Si on ne me demande pas ce que c'est, je le sais. Si on me demande ce que c'est, je ne le sais plus. Qu'est-ce que le temps? C'est vrai. Si on ne me demande pas ce que c'est, pas de problème. Si on me demande ce que c'est, bon. Et c'est là, bon, il y a un problème. Et du coup, il en arrive à se dire, donc c'est très intéressant comme enquête. C'est vraiment passionnant. D'ailleurs, il se pose la fameuse question, et que faisait Dieu avant de créer le monde? Il y a beaucoup d'humour, en plus, à ce moment-là. Ben, il faisait rien. Voilà. Il a créé le temps. Donc se poser la question, la création du monde, c'est la création du temps. Se poser la question, que faisait Dieu avant? La création de la temporalité, de l'espace-temps, comme dirait Einstein, c'est une aberration. Il ne va pas se poser cette question. On ne peut pas dire que faisait Dieu avant. Il est éternel, il est hors temps, il est atemporel, on peut dire. Hein, c'est nous qui sommes dans le temps, pas lui. Du coup, ensuite, il en arrive à se demander, donc c'est quoi? Il y a un rapport entre le temps et la conscience de soi. Donc, pourquoi je fais ce petit détour? Parce que le temps, on a vu que c'était la 4e dimension. Donc c'est du corps, le temps. C'est du corps. Et pourquoi il dit que la conscience de soi est liée au temps? Parce que pour être conscient de soi vraiment, il faut pouvoir à chaque fois rattacher des sensations à un moi qui peut se situer dans le passé, qui continue d'être dans le présent et qui peut projeter des choses dans le futur. Donc la conscience de soi, c'est l'être temporel, c'est la capacité à penser la 4e dimension, à être, à incarner, au fond, la 4e dimension, sous la forme de l'intention, cette fois. Donc l'intention, c'est du latin, intendere, c'est-à-dire tendre vers, en fait. C'est toujours être dans la visée de quelque chose. C'est toujours se projeter soi à un endroit du passé, du futur. Et la difficulté, c'est le présent. Il le dit bien, il s'amuse avec tous les paradoxes du temps. Il dit, par exemple, le présent n'est jamais, puisqu'il est toujours déjà passé, et il n'est pas encore. Il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Ah, mais là, j'en parle, c'est déjà trop tard. Donc la conscience, en fait, justement, c'est celle qui est incapable, la conscience de soi. Et regardez comme c'est difficile pour nous. La conscience de soi est incapable, nous, en tant que sujet, nous sommes incapables d'être au présent. On n'arrive pas à être au présent. Pour pouvoir faire ça, il faut arriver à se déconnecter. Il faut arriver à se déconnecter, à être présent, c'est-à-dire qu'on a du mal à ne pas se projeter quelque part, à se projeter, en fait. On se projette. Donc, ça peut être bêtement dans nos souvenirs, mais ça peut être aussi se projeter dans la réflexion, c'est-à-dire viser un objet. Donc, on n'est plus là à ce moment-là. Hein. On n'est pas attentif au présent. On n'arrive pas. Parce qu'on est toujours dans l'anticipation et l'appréhension de quelque chose, donc on est devant, ou bien on se souvient, ou bien on a des flux de pensée qui nous traversent et qui nous embarquent, en fait. Donc on est toujours hop. Bon. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça, la conscience de soi? Donc l'intentionnalité dont on parle au XXe siècle reprend en fait le sens augustinien de l'intention, c'est le fait de tendre vers, et un des philosophes qui l'a le plus simplement en fait résumé, c'est Husserl, phénoménologue, qui dit que toute conscience est conscience de quelque chose, c'est-à-dire que la conscience de soi n'apparaît que dans la conscience de quelque chose d'extérieur au moi. C'est-à-dire je ne peux être conscient de moi-même que si je suis en train de m'apercevoir que j'ai conscience de la lumière, j'ai conscience que j'ai froid, que j'ai chaud. Autrement dit, ça ne peut pas être une boîte, la conscience. Sartre le dira autrement, de manière encore plus
intéressante. Il dit la conscience n'a pas de dedans. La conscience n'a pas de dedans. Donc si on la traite comme un corps, on se trompe, mais en même temps, elle est ce qui permet, elle est le phénomène temporel du corps. C'est difficile à expliquer sans tomber justement dans les écueils du dualisme ou sans réduire la conscience à une boîte. C'est pas une boîte. Pour le dire très simplement, je pense à une expérience que propose le sceptique empiriste Hume, donc lui bien avant l'intelligence artificielle, Hume au XVIIIe siècle, qui dit il suffit de remarquer une chose très très simple, c'est que quand on dort d'un sommeil très profond, c'est comme si nous n'existions plus. Donc, il suffit de penser à une bonne anesthésie générale, c'est ça. C'est-à-dire, on dort et on se réveille. Et quand on nous dit, ah ben, ça a duré quand même 5 heures, ah bon je m'en suis pas rendu compte. Ben non, je ne l'ai pas vécu. J'ai disparu pendant 5 heures. Donc pour moi, le temps s'est arrêté. Preuve que la conscience de soi a un rapport avec l'étirement du temps, avec l'intention, avec l'idée de viser, l'idée d'étirement. Et cet étirement, il est même, on a l'impression c'est vraiment une quatrième dimension, mais c'est de l'espace, quoi, aussi. Ça prend de l'épaisseur. Et la conscience de soi donc, serait liée à cette intentionnalité qui fait qu'on ne peut pas réduire le phénomène de la conscience à une chose d'ordre substantiel, comme la res cogitans cartésienne d'un côté, donc, qui avait tendance en fait à, bizarrement en faisant cela, à réduire la conscience à une chose et non pas à une activité. Et du coup, si on va jusqu'au bout de la réflexion, on devrait dire plutôt que la conscience de soi, qui a tendance par le substantif à la réifier, peut-être que la meilleure façon de parler de ce phénomène, c'est de parler de l'activité consciente, de l'être conscient, plutôt que d'avoir conscience. C'est un mode d'être, c'est ce que, par exemple, Heidegger appelle le Dasein, c'est être là, qui est le propre de l'humain. Ça n'est pas haben, en allemand, c'est pas avoir, c'est être. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un être conscient, c'est-à-dire un corps conscient. On ne peut pas donc penser les choses autrement. Et de fait, pour finir là-dessus, pour vous donner un autre élément de pensée, un autre élément de réflexion, il y a quelques années, je suis tombée sur un documentaire passionnant qui s'intitule L'homme sans douleur. Je vous conseille d'aller le regarder. Il a été réalisé par un neurologue qui est spécialiste de la douleur, qui traite des patients qui ont des douleurs dont c'est la maladie. Ce n'est pas le signe de la maladie, ce n'est pas un symptôme. La douleur est la maladie, c'est une maladie chronique. Les systèmes nerveux, quel que soit l'endroit, si c'est la terminaison nerveuse, si c'est au niveau des aires cérébrales, mais le système nerveux est malade et donc génère des douleurs fausses. Il ne joue plus son signal d'alarme. Donc on peut être malade de douleur, quoi. Et là, il tombe sur un patient extraordinaire. Quelque chose d'incroyable. Il tombe sur un patient qui est sans douleur. C'est-à-dire qu'à la suite d'un grave traumatisme lié à un accident de la route, donc une hémorragie cérébrale, ce patient, ça fait 25 ans qu'il sent les choses, donc il a toutes ses sensations. Et de manière très fine, il a des sensations même très très fines, puisqu'on le pique avec des aiguilles très fines à des endroits du corps qu'il ne peut pas regarder, et il précise exactement où on l'a piqué. Donc il n'a aucune absence de sensibilité, mais en revanche, sa sensibilité n'est pas polarisée, n'est pas valorisée ou indexée à douleur d'un côté, plaisir de l'autre. Parce que là aussi, le plaisir va poser problème. Par exemple, ils font une batterie de tests incroyables, lui plonger la main dans de l'eau à 2 degrés, ce qui doit normalement bien sûr faire très mal, ou le test de l'électricité, il monte à des volumes de voltage, enfin d'ampères, je ne sais pas comment il fait, qui c'est très douloureux. Normalement, il dit là, n'importe qui hurle, enlève sa main, hurle. On voit le patient, il a sa main comme ça. Il ne réagit pas. Et la question que pose à un moment donné ce neurologue, donc il arrive d'ailleurs à proposer des hypothèses intéressantes. Il propose à un moment donné, il dit voilà, j'ai eu l'impression que ce qui gère le signal sensible en faisant un signal douloureux, c'est cet endroit du cerveau que j'ai pu observer chez mon patient. Et l'espoir qu'il a, bien sûr, c'est d'essayer d'agir là-dessus sur ces patients vraiment douloureux pour les aider parce que ce signal malade disparaît mieux.
Mais du coup, il se pose aussi une autre question. Il dit, mais si la douleur en tant que phénomène physiologique a disparu, qu'en est-il de l'émotion, des émotions associées? C'est-à-dire l'empathie, hein, ou donc la capacité à avoir de la pitié, de la sympathie pour quelqu'un d'un côté, ou à partager une émotion de joie avec quelqu'un, et d'un autre côté, la capacité aussi à se réjouir du mal de l'autre, ou bien au contraire, justement, en ressentant ce que l'autre peut ressentir comme douleur, à condamner ça, à considérer que c'est immoral, etc. Donc qu'en est-il de ces émotions, si on considère que les émotions sont liées aux sensations, mais qu'elles reçoivent un traitement moral, psychologique, c'est-à-dire signifiant et symbolique. Bon. Et là, il s'aperçoit qu'il est, de ce point de vue-là, en proposant en fait des batteries de tests. Alors, les premiers tests qu'il fait faire, c'est savoir est-ce qu'il est capable de repérer une émotion par le langage corporel. Par exemple, le sourire. Quelle différence on va faire entre un sourire joyeux, mais un sourire hystérique, ou bien un faux sourire? Est-ce qu'il est capable de faire des différences? Est-ce qu'il fait la différence entre la douleur, la tristesse, la peur, la colère, etc. Et en fait, sa capacité d'interprétation des signaux, des codes même corporels, qui transmettent une sensation et une émotion aux autres, est très amoindrie. Par ailleurs, de même, il est incapable de ressentir je ne sais pas si vous avez vu pour les Jeux Olympiques là, en août, l'athlète qui s'est brisé le tibia en direct au cheval d'arçon. Horrible. C'est horrible. Enfin, il saute, il se réceptionne mal, on entend un vrai crack et on voit sa jambe qui fait ça. Normalement c'est droit au niveau du tibia, ça fait comme ça. Enfin, horrible. On lui montre des images de ce type, des films comme ça. Il n'a aucune réaction. Il fait pas le neurone miroir, tout ça. Il n'a aucune réaction. Et là, on s'est dit, mais il ressemble, il me fait penser à quelqu'un. Et moi, je me suis dit, mais il me fait penser à Spock dans Star Trek, c'est sûr. Et il peut me faire penser, effectivement, à la façon qu'on a de représenter les androïdes, un répliquant, en fait. Et donc là, on touche à quelque chose de foncièrement humain. Et peut-être que c'est... Wittgenstein n'en parle pas, c'est pas tout à fait son propos, mais c'est ce que Damasio appelle, c'est le cœur de notre existence, ce sont les émotions, les sensations. Peut-être que ce sont ces émotions-là, du coup, qui nous poussent vers justement l'émotion. Dans l'émotion, il y a bien l'idée de motion, c'est-à-dire de mouvement. Ce sont ces émotions qui sont peut-être capables de dynamiser ou d'être le moteur de cette intentionnalité, en fait, qui nous permet de nous projeter et donc qui génère le phénomène conscient, le fait d'être conscient, pour être une possibilité. Mais c'est une piste qui reste encore à exploiter. Donc pour conclure, ce qu'on peut retenir par rapport notamment à l'hypothèse de Searle, c'est que premièrement, on ne peut pas, et c'est tout simple, considérer qu'un ordinateur est comparable à un être humain. Ça nous paraît assez évident. Mais il faut comprendre par là que l'activité de la pensée suppose les bases neuronales, le cerveau et le corps, pour pouvoir être une pensée, cette pensée dont on parle, qui est la pensée humaine, et qui a la caractéristique mystérieuse, à l'origine de toutes sortes de propositions spirituelles ou religieuses, à l'origine de la conscience de soi, qui est le mystère, ou en tout cas les scientifiques ne l'appelleront pas mystère, mais qui est encore le problème qu'on essaie donc de creuser, et qui est un mystère pour ceux qui renoncent à ce que la science puisse en parler, peut-être justement parce que pour générer une autre intelligence artificielle de type humain, il faut faire des enfants. Enfin, disons, il faut des êtres humains, quoi. S'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de pensée. Donc ce sera autre chose. Mais comme disait Wittgenstein, et là il a raison, si les lions pouvaient parler, nous ne pourrions pas les comprendre, parce qu'ils ont un corps, des problèmes de lions, et nous on ne comprendra rien à ce qu'ils disent. Ils sont dans un univers, une forme de vie lionesque. Donc, a fortiori, alors encore on est des mammifères, il y a des choses qui... mais
La machine, non. La machine, non. Voilà. Je termine. Raconter autrement, tant que les lapins n'auront pas d'historien, ce sont les chasseurs qui continueront à écrire l'histoire. Bah oui. Lorsqu'on demande à Dieu, qui es-tu? Je suis ce que je suis, je suis. Donc il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il est, puisqu'il est. Quant au computer, à l'intelligence dite artificielle, elle n'est pas capable d'invention, de création. Et qu'elle ne peut produire ou reproduire que ce qu'on lui a déjà montré. On est capable de faire de l'analyse du signal, de l'analyse optique, on est capable de faire de l'analyse de caractère, de la reconnaissance optique de caractère, on est capable de faire de la transcription vocale en transcription écrite, mais tout ça c'est au travers d'apprentissage. Et oui, et puis c'est surtout qu'effectivement, comme la machine ne sait pas ce qu'elle dit, comme il y a absence totale de sémantique, il n'y a pas production de sens. Ce qui permet, c'est ce que à un moment donné, je parlais de la poésie, le message poétique, la proposition poétique est possible parce que ce qui nous amuse dans la poésie, c'est le jeu sur les significations. C'est pas les combinaisons, il me faut un substantif, un verbe, et par le verbe être est suivi par exemple d'un adjectif pour être un attribut. Ça, c'est comme ça qu'un ordinateur pourrait fonctionner. Non, ce qui nous amuse, c'est ce que ça génère en nous comme image, comme sensation, comme émotion. Et ça, c'est un jeu de l'esprit humain, parce qu'on est dans la sémantique. C'est vrai que l'ordinateur, il pourrait, bon, on s'est amusé à dire qu'un ordinateur pourrait très très bien écrire Roméo et Juliette, par combinaison. Il tomberait dessus à un moment donné, à force de combiner. Il écrirait. Il n'est pas l'auteur de Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait par hasard, quoi. Hein. Et c'est nous, en fait, c'est ce que montre Searle aussi, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est nous qui interprétons les réactions, les outputs de l'ordinateur comme étant des réactions qui traduiraient soi-disant une intention, alors que c'est nous qui lui prêtons l'intention. C'est nous qui lui prêtons l'intention, comme dire, vous voyez que John Searle parle très bien chinois, la preuve c'est que quand je lui pose une question, il me répond. Non, en fait il joue derrière, dans la pièce, il joue avec des règles et des combinaisons, il ne sait pas du tout ce qu'il dit. Tout comme l'ordinateur est capable de battre l'homme aux échecs ou aux jeux de mots, et l'ordinateur n'est pas capable d'inventer le jeu de mots. Et oui, exactement. Ouais. Alors, mais quand même, je voudrais compliquer les choses une fois. Une fois ça étant dit, il y a une chose qui, moi, j'arrive pas à m'en sortir avec Wittgenstein, c'est quand même, il dit un truc. Il dit, voilà, faites l'expérience suivante. Attention. Prononcez une phrase qui exprime votre manière de voir. Donc une manière de voir, on peut dire personnelle, du coup, par exemple. Il pleuvra sans doute demain. Ou bien simplement, nous, en français, on dira, je crois qu'il va pleuvoir demain. Donc le fait qu'on dise, je crois qu'il va pleuvoir, ça devrait nous distinguer clairement quand même de la machine, qui, elle, ne devrait pas avoir des états d'âme, quoi, par exemple. Bon. Voilà ce que dit Wittgenstein. Donc, essayez maintenant de penser exactement la même chose, je crois qu'il va pleuvoir, sans l'aide d'aucune parole, que ce soit à voix haute ou basse. Alors que la pensée « il pleuvra demain » accompagnait l'expression « il pleuvra demain », gardez la première forme d'activité en écartant la seconde. En gros, il s'agit d'essayer de voir s'il est possible de penser « je crois qu'il va pleuvoir » sans le dire. Est-ce qu'on peut penser son attitude propositionnelle? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut penser ce que seule une phrase peut dire? C'est là qu'on se dit, ah ouais, d'accord, quand même. Donc en fait, ça, il ne veut pas dire qu'on est sans intention. Nous avons des intentions, mais clairement, si nous n'avions pas un système symbolique comme le langage, ces intentions ne pourraient pas être objectivées pour nous, c'est-à-dire se manifester à nous. C'est parce que le mot, l'expression « je crois » existe que je l'utilise pour signifier mon attitude professionnelle d'incertitude, qui, voilà, je ne suis pas sûre, je crois qu'il va pleuvoir. Voilà. Et donc, autre exemple, il dit supposons que délibérément, j'essaie de parler sans réfléchir.
Donc je n'accompagne pas la profération des mots de l'activité de pensée. Comment vais-je m'y prendre? Alors, il propose, il dit, je pourrais lire une phrase d'un livre en essayant de lire automatiquement, c'est-à-dire sans faire suivre à la phrase des images ou des impressions qu'elle pourrait provoquer. Je pourrais essayer par exemple de détourner mon attention, par exemple en me pinçant très fort, tandis que je continue à prononcer les mots de la lecture. Nous pourrions dire que pour prononcer une phrase sans savoir ce que l'on dit, il faut maintenir le flux des paroles en les détachant des processus qui en général les accompagnent. Demandons-nous à présent si penser une expression sans recourir à la parole ne revient pas à procéder de façon inverse, c'est-à-dire à conserver toutes les activités qui accompagnent la parole en supprimant l'expression verbale. Essayez de penser le contenu de pensée d'une phrase sans la phrase et voyez si tel est bien le résultat. En fait, il montre que les règles syntaxiques que nous utilisons et le contenu sémantique que nous considérons comme étant la pensée ne peuvent pas se distinguer de l'activité de parler. Et de fait, pour le coup, là, il retrouve la tradition, par exemple même de Descartes, qui dit « Je sais qu'un être ne pense pas quand il ne parle pas ». La théorie des animaux-machines. Depuis le temps que nous fréquentons des espèces, si elles avaient eu quelque chose à nous dire, si quelques individus avaient eu quelque chose à nous dire, ils auraient trouvé un moyen de le faire. Je sais pas, il suffit de... Le chat, par exemple, j'en ai deux. Il viendrait me voir, il me taperait comme ça. Donc je regarderais, il me regarderait droit dans les yeux, et puis, par exemple, pour me signifier que il faut changer de croquette, je ne sais pas, hein, il me montrerait les croquettes. Comme ça. Pas besoin de faire une phrase, en fait. Ce serait très clair. Alors qu'il est bête. Non, c'est pas bête, c'est une autre intelligence. Il y a des moyens de le signifier. Ouais. Ah ben il mange pas. Mais il mange pas, c'est simple. Il peut vous regarder avec un air. Ah mais c'est. De côté pour le rejeter. Est-ce que c'est pas moi? Oui. Non, de toute façon, après, ça ne restera qu'une interprétation de Ouais. ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse se projeter dedans. Mm. Dans tout ce que vous avez dit, quand même, il y a beaucoup d'histoires de projection dans tout ce qui est cybernétique aussi. L'histoire de la personne qui ne ressent plus la douleur, mais d'un coup qui est plus capable de ressentir l'empathie parce qu'il est plus projeté en je suis capable de ressentir ça, donc je me mets à la place de cette personne-là, donc je le vis plus, je le comprends plus, je ne peux plus le conceptualiser. Ouais. Et on se rend compte que dans les histoires, moi aussi j'aime bien la science-fiction, dans les histoires de. Déjà, tout est assez anthropomorphique, hein, tous les robots, les histoires imaginaires dans lesquelles, à part dans Star Wars, effectivement, les robots ont une espèce de conscience, mais la question n'est pas posée là-dessus. Mais on se rend compte qu'ils ont des formes d'émotion, il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus. Pourquoi? C'est des acteurs qui devaient piloter les robots, ça ne pouvait pas uniquement des objets en 3D, parce que ça ne fonctionnait pas. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne sais plus. Sur le chat, parler du chat. Non, c'était surtout sur l'histoire d'anthropomorphisme et de projection. Et là, je pensais au film Interstellar, un des derniers qui est sorti. Ouais. L'avantage, c'est que les robots, même si c'est un hommage au fait en départ à 2000 ans c'est l'espace, là, pour le coup, ne ressemblent pas du tout à des corps humains. C'est des monolithes, là. Bah, le robot, le personnage de 2000 ans c'est l'espace, avec un espèce de rouge. Ah ouais. Et aussi, et pour le coup, il a une conscience aussi, parce que par contre, alors j'étais pas là à la séance d'avant, mais vous n'avez pas du tout parlé, quand vous parlez de la manière aussi de la conception de l'intelligence artificielle, vous ne parlez pas du tout de programmation. Non. Alors parce que si justement on arrivait à programmer cette projection, par exemple, les émotions, ça pouvait se programmer. Tout ce que c'est après. Oui, mais là justement, mais justement, il faut un corps humain. Il faut des sensations. Ah, c'est le rapport avec l'organe. Et alors oui, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on peut avoir des émotions sans un corps humain. Et donc, qu'est-ce qui reste de l'émotion si j'ai pas ce corps? Mais lequel est cyborg alors? Qui sont des machines de métal, souvent recouvertes d'un tissu synthétique. Mais dans certains éléments de science-fiction, ils gardent un cerveau, une partie du cerveau humain. Ça non plus. Ben, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors d'abord, du coup, ça n'est pas, on peut pas dire. Là, on parle en théorie, mais j'imagine que si là, je pense à Robocop. Oui, Robocop, c'est bien. Robocop, c'est exactement ça. Mais Robocop, il faut qu'il retrouve son humanité justement dans le film, la première version. C'est-à-dire, il est devenu une machine, quoi. Mais il la retrouve quand même.
Il la retrouve Mais quand son même. mémoire aussi. Voilà, exactement. Parce qu'il a la mémoire du corps. Et parce qu'il a un corps, malgré tout, même s'il est électronique, etc., c'est un corps quand même qui lui permet de réactiver des circuits émotionnels qu'il a mémorisés, qui construisent son image en tant qu'homme sous forme de souvenir. Donc s'il n'y avait pas ça, si c'était un cerveau dans une cuve, ça ne fonctionnerait pas. Il faut considérer que le cerveau, c'est le corps que je suis, et que ce cerveau fonctionne tel qu'il fonctionne parce qu'il y a un circuit sensible, émotionnel, propre, en fait. Ça pourrait... donc ça expliquerait le fait que quand on imagine une intelligence artificielle avec des traits humains, c'est une erreur. C'est pas possible. Ben, dans Interstellar, ce qui est au moins rigolo, c'est que il demande à l'ordinateur, tu as combien là d'humour là ben, ça, c'est programmé quoi. Il arrive quand même, voilà, mais il arrive quand même à programmer quelque chose qui est dans l'esprit justement. Mais c'est de la combinatoire après. Ben là, disons que ça peut être facile, hein, du coup, d'imaginer que pour tel, si je repère tel, comme le fait Searle dans sa boîte là, mais est-ce que c'est pas de la pensée? Ce sera une réaction informatique, une réaction computationnelle à un comportement humain, mais c'est pas un comportement humain reproduit. C'est ça que veut montrer ça. Il faut pas confondre. La preuve, c'est que je peux donner l'impression que je parle chinois comme un chinois, alors je comprends rien. C'est ce que fait le traducteur Google. Hein. Bon, et en fait, c'est ça qu'il veut montrer. On n'a pas reproduit le cerveau humain, on n'a pas reproduit la pensée humaine là. Non, oui, mais il n'y a pas le désir là dans les exemples que vous donnez. Il n'y a pas le désir de reproduire. Mais je peux programmer un ordinateur qui dira systématiquement, pour certaines activités, je désire que. Hein. Là, on sera un peu perturbé. Pourquoi pas? Je peux m'amuser à le faire. Enfin, pas moi, parce que je suis nulle en informatique, évidemment, mais d'autres le font. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis ça. C'est pas ça que je suis, justement. Après, j'ai pas résolu la question de savoir ce qu'on est, mais ça, c'est pas ça. Je sais tout ce que je peux me dire de plus par rapport à ce genre de... C'est un peu déprimant, peut-être, je sais pas, mais je trouve pas, moi, mais bon. Dans l'équipe qui travaillait avec nous, il y avait un politicien. Donc, qui essayait lui, de traduire les sentiments de l'expert qui l'interviewait pour ensuite en faire une reproduction binaire. Et de la même manière, pendant un moment, je travaillais avec un spécialiste de l'analyse du langage, au traitement du langage naturel, mais qui lui, pareil, analysait la structure vocabulaire pour ensuite pouvoir la traduire en structure numérique. Mais on n'inventait rien. On inventait le système, mais on n'inventait pas un système intelligent. Puis le système ne sait pas ce qu'il fait. Donc... Il était intelligent dans la mesure où il avait un comportement identique dans les situations qu'on avait programmées à un individu, mais il n'était pas capable de s'adapter, il n'était pas capable de création. Même si aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont auto-apprenants. Donc on a l'impression qu'ils inventent, mais c'est pas vrai du tout. Ils ne font que collationner toutes les expériences qu'ils ont connues. Et ils sont incapables de faire des choses qu'on ne leur a pas expliquées préalablement. Aucune innovation, c'est ça? Ouais. D'accord. Ils ne peuvent pas combiner des activités, en générer une troisième un peu différente du coup? Si. Parce qu'il semblerait qu'on nous-mêmes on soit quand même sur cette démarche-là quand même. C'est pour ça qu'il a fallu attendre, par exemple, entre les premiers silex à peine taillés et le moustérien avec la coupe Levallois, c'est des dizaines de milliers d'années quand même. Hein. Ça a été super long. Alors que c'est... Et ensuite, ça a été exponentiel en revanche, hein, puisque en 50 000 ans, on en est arrivé à ça quand même. Quand on y pense, quoi. L'aspirateur automatique, le robot aspirateur, est capable de contourner un obstacle
Mais lorsqu'il est dans sa mission d'aspiration, il est incapable de faire la différence entre un petit pois et une balle. Il va tout bouffer. Mais ça c'est normal, parce que tu vas pas rentrer les données. Mais on pourrait en faire un R2D2 face à un petit pois, il ferait mais face à un truc plus grand, il fait comme ça. Et on aurait l'impression qu'il sent des choses. On avait développé des systèmes de surveillance automatique. Le système de reconnaissance optique était capable de faire la différence entre un oiseau, un individu ou un chien qui passait dans son champ. Donc on faisait de la reconnaissance de forme. Mais on pouvait dire l'oiseau est bleu-blanc, mais c'est tout. Mais c'est tout. On ne pouvait pas aller plus loin. Et non. Donc dans la zone surveillée, on pouvait laisser rentrer des chiens, des oiseaux, des chats sans déclencher d'alerte. Par contre, si c'était un individu qui se promenait dans ce champ, y compris en essayant d'imiter le mode de déplacement de l'animal, là, le système se déclenchait. Donc il y a des systèmes qui sont capables d'aller très 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 loin dans la reconnaissance, mais pas plus, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il faut la machine cérébrale. Il ne faut pas renoncer à l'idée, que le CERN ne relance pas l'idée de machine. C'est une machine organique, avec, ça veut dire, en plus, si je comprends bien, mais là je ne suis pas du tout au point, pour ce qui est des neurosciences, on s'aperçoit que l'emplacement des aires, l'endroit où se trouvent les nuages, certains nuages neuronaux, c'est-à-dire la question de la localisation de la situation en 3D, est importante pour la capacité ensuite du cerveau. C'est tellement plastique, c'est tellement complexe, c'est rien de linéaire en fait, qu'on comprend très bien que, évidemment, qu'il a fallu des millions d'années d'évolution pour en arriver à générer cette espèce d'aberration qu'est la conscience de soi, ce truc bizarre. Donc nécessairement pour nous, avec l'état où on en est de nos capacités, de toute façon, on ne pourra jamais reproduire ça. Enfin, ça ne se reproduit pas. À part en faisant des enfants, comme disait. C'est pas... Ça ne devient plus artificiel. Ça s'appellera pas ça comme ça. Ça s'appelle, remarquez, ce qui est intéressant, c'est que le mot robot, qui vient du russe, robot, ça veut dire esclave. Hein. En russe. Rabotoyet, ça veut dire travailler en russe. Vous voyez beaucoup d'exemples dans la science-fiction de robots qui sont créés par les humains pour être autre chose que des esclaves, des machines esclaves. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. J'en ai même pas en tête là. Je sais que ça existe. Si, dans Intelligence artificielle de Spielberg, le petit garçon, au départ, il est là pour prendre la place du petit garçon qui est mort, mais pas pour être un esclave. Non, d'accord. Il est pas pour travailler. Les esclaves les autres, vous prenez l'exemple, les autres sont des esclaves sexuels. Il est là pour servir quand même. Moi, c'est une machine, quoi. D'ailleurs, dans les films, souvent, on leur rappelle, ne te prends pas parce que tu n'es pas, tu n'es qu'une machine. Il y a toujours celui qui n'est pas du tout épaté par les choses que nous, on peut interpréter en tant que spectateur comme une forme de conscience. C'est la façon dont C3PO se fait toujours rabrouer, par exemple, par Han Solo dans Star Wars, qui me prend vraiment pour un pur traducteur. Hein, du traduit, c'est tout. Hein, Google Traduction, voilà, pareil. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il dit. Hein. Un grippin, il l'appelle comme ça. Ouais. Ben, ça, c'est dans Battlestar Galactica aussi. Mais c'est intéressant parce que ça donne à réfléchir. Peut-être qu'il faut mieux, plutôt que de réfléchir à la façon qu'on a de penser, ça donne à réfléchir sur ce qu'on attend de notre humanité, peut-être. Plutôt ça, les films de science-fiction. Moi, j'avais croisé des lectures où on ne parlait plus d'intelligence artificielle parce que possible, mais d'intelligence assistée par ordinateur, comme musique oui. ou autre. Ah bah oui. Donc, pourquoi pas. Comme déjà une calculatrice, hein, c'est un prolongement de l'activité de calcul. Elle fait des choses qu'on est incapable de faire, donc de toute façon, la calculatrice. Mais oui. Par contre, on sait bien qu'elle ne sait pas calculer. Elle ne sait pas calculer. Qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, on peut pas qu'elle sache calculer. C'est étonnant, enfin je suis d'accord, c'est vraiment étonnant, c'est très bizarre, mais il ne faut pas s'autoriser à partir de ce côté étonnant, peut-être de ce qu'on constate en soi, d'y mettre soit quelque chose d'absolument mystérieux qui échapperait à toute rationalité, ou bien disons, en tout cas on a le droit de le faire bien sûr, mais on ne peut pas en discourir comme de façon scientifique, c'est un choix personnel,
ou d'un autre côté, il ne faut pas non plus, justement, interpréter ce que font certaines machines comme si donc elles avaient des intentions, des états d'esprit, etc., parce que ça nous arrange de le penser. C'est un raccourci rapide, non. Autre chose, c'est pas ça. Et puis, on serait bien embarrassé pour vivre avec elles plus tard, si on estimait qu'elles avaient un caractère, des émotions. Enfin, on serait très embarrassé pour les faire travailler, pour les faire... Oui, hein. C'est déjà les questions qui se posent avec beaucoup d'animaux, là. La sensibilité animale, par exemple, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut d'un taureau? C'est une question... Oui. Oui, alors on peut, mais est-ce qu'on a le droit? C'est légitime. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne, par exemple, en termes de... Qu'est-ce qu'on satisfait en le faisant? Qu'est-ce qu'on frustre en ne le faisant pas? Ou... En fait, c'est notre rapport à l'homme qu'on travaille avec Moi, la je crois, machine. ouais. C'est ça qu'on perfectionne. Oui, c'est ça. Hein. Je pense qu'on on veut en a rien à savoir faire des qui on est. machines, Hein. mais on en a rien à faire des hommes aussi, du moins pour certains. Donc, Ouais, c'est un peu... on veut savoir qui on est. là, je crois que les réflexions qui se posent, enfin, qui se font aujourd'hui, c'est pour les machines, bon, les drones, bon, c'est militaire, le domaine, évidemment. Stephen Hawking et Bill Gates et tout un tas de conseils de sages sont amenés à se prononcer sur la faisabilité de donner la mort par un robot. C'est-à-dire qu'il va prendre cette décision-là. Je veux dire, des conseils, on peut des conseils le d'éthique programmer sont pour ça, là. d'accord. Mais bien, enfin, le programmer pour quoi? Pour ne pas avoir besoin qu'il y ait... Parce que pour l'instant, il faut un pilote qui déclenche la bombe. Hein. Voilà, c'est ça. On garde le... Voilà, je sais pas comment... Alors qu'on sait très bien qu'on peut le faire, qu'on peut se passer de ne ça. pas le faire, évidemment. Tout à fait. Thermographie, radiographie, analyse, localisation. Simplement, cette dernière étape, voilà, on se demande... Un système d'alarme sophistiqué qui déclenche des pièges, ça existe déjà. Hein. C'est exactement pareil. Oui, c'est ça. Qui existe sur tous les avions de guerre. Le pilote ne sert à rien. Il ne sert à rien. La trajectoire est pilotée, est automatisée. Le repérage des cibles est automatisé. C'est jamais le pilote qui appuie sur le bouton pour lâcher son missile. Ça va à l'encontre de ce que je dis. Oui. Mais je ne suis pas sûr de ça. Le pilote sur le virage, non, c'est pour ça qu'il y a des échelons de commandants, des colonels et le général, il y a un ordre à un moment donné. Tout comme le conducteur d'une rame de train, d'une rame de métro, ne sert à rien. La seule activité du conducteur, c'est d'appuyer sur le bouton sonnerie et de déclencher la fermeture des portes, tout simplement parce que les utilisateurs du train, du métro, ont la phobie s'il n'y a pas de conducteur. Ils servent peut-être aussi à gérer les imprévus. C'est ce qu'on... Les suicides, les dossiers imprévus sur lesquels on travaille. Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faut pas confiance à une machine. Avec C'est la rigolo. RATP. Donc il y a l'ordirail qui est complètement automatique. Il y a plein de métros automatiques dans le monde. Mais en France, le comportement des utilisateurs est complètement différent lorsqu'ils utilisent le métro ou lorsqu'ils utilisent le RER. Lorsque la rame de RER s'arrête, les passagers descendent et ensuite, lorsque la rame s'est vidée, les autres passagers rentrent dans la voiture. Dans le métro, c'est tout à fait le contraire. La voiture s'arrête, tout le monde se précipite pour rentrer, pour sortir. Et donc, sur le RER, on pourrait automatiser, mais pas sur le métro. Donc, il y a besoin de la présence humaine. Et tout comme dans le conducteur du TGV, il n'a rien à foutre, sinon appuyer sur une poignée ou sur une pédale pour signifier qu'il est toujours vivant. Il n'a rien à faire. Mais en France, les premières voitures automatiques, enfin navettes, minibus, sont en route déjà. Le test. Oui, mais ça c'était il y a longtemps.
Ces expériences d'intelligence artificielle, c'était dans les années 85. C'est plus des expériences. Mais ce n'était pas des expériences. Moi, je travaillais avec un consortium qui réunissait Peugeot, Citroën, Fiat et Volkswagen. Et il y avait déjà des véhicules automatiques, mais qui n'étaient pas en circulation sur les routes ouvertes, mais qui travaillaient, qui étaient utilisés sur les pistes de test, avec tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui, les caméras de reconnaissance d'obstacles, où vous pouvez reculer sans tourner la tête. On projetait les cartes, ce qui est aujourd'hui le GPS et les cartes de conduite, on les projetait à 2 mètres du pare-brise pour qu'il n'y ait pas de distorsion de la vision. Parce que quand on regarde le tableau de bord et quand on regarde la route, il y a un temps d'adaptation dont l'œil a besoin. Donc pour pallier à tout ça, là, on projetait l'image à 2 mètres du pare-brise, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus de distorsion. Et de la même manière, il n'y avait plus de rétroviseur, il y avait une caméra sur le toit qui montrait tout ce qui était autour. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Mais c'est ce qui sera installé sur toutes les voitures dans 20 ans, ou peut-être dans 10, j'en sais rien, lorsque les constructeurs automobiles auront décidé que c'était le bon moment économique. Ouais. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pour finir, en lisant un texte de Bergson hier, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien nécessaire entre la capacité à fabriquer des artefacts, dont l'ordinateur est l'ultime avatar, et l'intelligence dont fabricatrice d'un côté, et l'émergence petit à petit d'une conscience de soi aiguë qui pose des grandes questions ensuite d'existence, de métaphysique, etc. Donc c'est vraiment lié. Savoir faire quelque chose et se demander ensuite qui on est, c'est vraiment lié. Ça implique que le corps prend de l'espace, qui fait des choses, la main signe de l'intelligence. Et dans un texte, Bergson, c'est hyper intéressant, il dit il arrive à relier l'intelligence fabricatrice à la guerre. Ça, c'est un phénomène anthropique typique. Aucun autre animal ne fait la guerre. La guerre, il n'y a que l'homme qui l'a fait. Et en fait, il explique, d'après lui, que sinon, ça c'est un anthropomorphisme. Il y a des conflits, il y a des combats. Mais, et ben voilà. Et ben non. Non, c'est pas la guerre. Parce que la guerre. C'est vrai que pour un territoire, vous avez pas fait la guerre. Non. Ouais, personne doit y mettre une différence. Dans le sens conquête, c'est ça? Non, parce que c'est beaucoup plus fort. Le symbole, ce qu'on veut, c'est le pouvoir. C'est pas juste le territoire. Sinon, ça suffirait, ce serait vite fait, on partage et puis c'est bon. C'est ce qu'il montre en fait dans son texte, c'est que il y a une structure. Tout, c'est une structure qui est le propre de l'homme. Donc, on n'a pas le droit de plaquer sur d'autres espèces. Sinon, ça s'appelle un anthropomorphisme. Ce qui nous semble interprété comme étant la guerre avec des ennemis, de la haine, la volonté de dominer, d'éradiquer, de prendre le pouvoir sur. Tout ça, c'est signifiant, c'est symbolique, c'est une existence sociale, c'est une existence pour les autres, historique. Tout ça, ça implique la conscience de soi, du temps, la mémoire, la représentation d'une image de soi, etc. Donc, ces phénomènes sont extrêmement complexes et du coup, les chats qui se battent pour un territoire, ils agissent eux par instinct, selon des mécanismes qu'ils ne contrôlent pas du tout, et l'image de soi n'est pas en jeu, par exemple. Bon, alors que si on prend les taux de testostérone des individus qui se font à la guerre, on peut être très surpris par les différences et les variations. D'abord, on n'est pas forcément d'être sous la testostérone, ça peut être sous des progestérone et oestrogènes. Donc, par exemple, ce n'est pas les lois de la nature qui agissent à ce moment-là, c'est beaucoup plus des mécanismes psychologiques, sociaux. C'est aussi des mécanismes qui sont liés à l'endoctrinement, mais à la culture, à des histoires de culture. À la culture. Si les chats avaient un souvenir de mémoire de leur dire il faut que vous haïssiez le chien ou tel autre mais ça, c'est une proposition. Parce qu'il s'est passé quelque chose c'est dans une phrase. l'histoire, ça c'est une question d'histoire pour moi. Et de culture, oui, mais c'est un langage, il faut une signification, il faut une représentation mentale, il faut des symboles, il faut une identité personnelle, sociale, une construction de soi, avec le cerveau d'ailleurs humain qui va avec, le cortex préfrontal, etc. Et surtout le langage. Signifiant, les symboles. Sans le langage, j'ai pas d'état de pensée, par exemple. C'est ce qu'on voit avec Wittgenstein, simplement, quand on dit « je crois qu'il va pleuvoir », est-ce que je peux le penser sans le dire? C'est intéressant de remarquer qu'on a besoin donc d'un outil symbolique pour avoir un état de pensée présent à l'esprit.
C'est ça qu'il veut dire. Dans cet exemple que vous donnez, vous voulez dire que si il va pleuvoir demain, n'existait pas, on ne pourrait pas s'imaginer, c'est ça, s'imaginer. Non, je ne pourrais pas dire je crois, c'est ça que je veux dire. Quand j'ai dit je crois qu'il va pleuvoir, c'est différent de un système automatisé qui, par exemple, fait une prédiction en tenant compte des informations précises de la pression atmosphérique, etc. Non, mais je ne vous parle pas je veux dire, il suffit, quand on regarde le ciel, on ne pense pas à la pression atmosphérique, vous voyez qu'il y a des nuages noirs. Oui, mais il y a un état d'esprit. C'est pour ça que quand il disait dans l'exemple qu'il donnait, il prend la précision de dire il va pleuvoir sans doute. C'est-à-dire que dans l'expression, la proposition, il n'y a pas juste il dit pas il va pleuvoir tout court, il y a je crois qu'il va pleuvoir, ça veut dire je formule une hypothèse intentionnelle parce que je me l'attribue. Je pense que. Donc j'indique là que c'est un état d'esprit personnel, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors qu'un système sans conscience de soi dirait probabilité de pluie égale temps. Non, mais je veux dire, j'exagère, mais il n'aurait pas dire je crois que. Les machines programmées comme ça penseraient la même chose, alors que nous pourrions penser différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si on ne le dit pas, on n'y pense pas comme ça. C'est ça qui est bizarre. Si je ne me le dis pas, même en tête, quoi, sans le dire, mais je ne me formule pas dans mon esprit, je crois qu'il va pleuvoir, je n'y pense pas de cette façon-là. C'est ça qui est très étonnant. Alors, pour pouvoir penser ce qui est pensé par la proposition « je crois qu'il va pleuvoir », il faut la proposition, c'est-à-dire la phrase « je crois qu'il va pleuvoir ». Bon. Et donc pour la guerre c'est, même si on peut considérer que c'est lié bien sûr à des lois de la nature, puisque nous sommes des êtres naturels, quoi, voilà, des animaux et tout, bien sûr, mais par exemple les anthropologues remarquent qu'en étudiant les fossiles qu'on trouve des hommes les plus anciens, on remarque qu'il semblerait que les premiers groupes humains aient vécu dans une forme d'égalité communautaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notion de propriété privée, par exemple. Tout était partagé parce que tout était commun, il n'y avait pas à partager, tout était de toute façon commun. On ne partage pas ce qui est déjà, qui n'appartient à personne en fait. Et puis ça appartient pas à la nature, pardon. Et parce que en plus, effectivement... C'est à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé qu'il a commencé à... alors non, apparemment, c'est vrai que c'est lié, ça c'est vrai. Mais pas que, parce qu'on peut être... par exemple, on peut aller cueillir les champignons toujours au même endroit et protéger férocement l'endroit alors qu'on circule tout le temps, pourquoi pas? Ou bien considérer que le cheptel que l'on suit, c'est le nôtre, alors qu'on n'est pas... on est nomade. Mais en fait, la différence, elle s'est jouée avec la prolifération d'outils de plus en plus sophistiqués, donc l'intelligence fabricatrice, la culture qui va avec, qui permet de léguer aux générations qui viennent un savoir-faire qui se perfectionne ensuite de génération en génération. C'est cette capacité d'outils à générer des outils de plus en plus sophistiqués, à générer aussi la production de surplus de ressources vitales pour le groupe. Et c'est quand ces surplus sont apparus que, du coup, ne servant à rien au moment présent, c'est dit, tiens, il faut les stocker. Et si c'était moi qui prenais le stock? C'est-à-dire que, ça, les anthropologues le remarquent. On trouve, par exemple, sur les squelettes, des traces de violence exercées volontairement par un outil, des zones qui pourraient faire penser à des charniers, au moment où on retrouve aussi, pas loin, beaucoup d'objets, beaucoup d'artefacts, donc voilà, une activité de ressources importantes, etc. Donc, plus on s'enrichit, plus on est capable de ne plus courir après la nature, mais de savoir... et du coup, c'est vrai que la sédentarisation et la maîtrise des processus végétaux, etc., l'agriculture, ça a aidé tout ça, ça l'a accéléré. Donc plus on est riche, pour schématiser, plus on peut faire, plus on veut conserver ce pouvoir sous la forme d'un pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on convertit le pouvoir technique, le pouvoir faire, en symboliquement, puisque je peux faire, je vais dominer, je vais donner des ordres, etc. C'est très étonnant. C'est-à-dire que c'était un excursus, c'est pas directement lié à ça, mais le fait qu'on ait peur de nos propres outils et qu'on imagine qu'ils pourraient prendre le pouvoir sur nous, c'est-à-dire avoir des velléités politiques à notre égard. C'est lié au fait peut-être qu'il y aurait tout ça, c'est de l'ordre de l'hypothèse, c'est pas démontrable, c'est des pistes comme ça. C'est de montrer que c'est parce qu'on a une intelligence fabricatrice que ce pouvoir qu'on a sur l'environnement, la capacité qu'on a d'action supplémentaire, je peux faire plus de choses, alors ça peut générer au fur et à mesure le désir d'affirmer ce moi
ce moi-je, cette conscience qui d'ailleurs s'inscrit dans les outils que je fabrique, qui prend ma forme, qui porte mon style, etc. Et que du coup je veux imposer ce pouvoir-faire en pouvoir politique. Domination. Et donc les sociétés cessent d'être égalitaires pour devenir transégalitaires, avec les chasseurs-cueilleurs les derniers, et puis à la fin elles deviennent franchement inégalitaires. Et l'invention du commerce. Donc ce qui est très paradoxal, c'est que c'est pas quand on manque qu'on cherche qu'on est dans la tyrannie et dans un rapport vertical, c'est bizarrement contre toute attente quand on a, et qu'on peut justement faire ensuite du chantage parce qu'on joue sur les surplus. Quoi. Ouais, on vole. Après, chez les capitalistes, c'est effectivement la plus-value, des choses comme ça qui sont récupérées, stockées. Et puis sinon, des biens immatériels, quoi. Hein. C'est stocker du bien immatériel, c'est piquer un pouvoir-faire, un pouvoir-être. Et c'est très bizarre, ça, cette structure mentale de l'être humain là-dessus. Et c'est ça qui peut générer ensuite la guerre. C'est voler du pouvoir, en fait. Quand on fait la guerre, on veut prendre le pouvoir. On veut prendre le pouvoir vraiment de l'autre. On le voit bien, toutes les guerres, elles débouchent sur des guerres souvent de conquête. C'est profiter des ressources, etc. On vole du pouvoir. Donc quand il y a des branches de la science-fiction qui voient un retournement de la machine contre l'homme pour prendre le pouvoir, mais ce n'est pas possible, hein, le pouvoir n'existerait pas pour la machine. Oui, peut-être. Il faudrait qu'elle puisse... C'est un pan totalement démentiel du coup. Ça paraît fou, ouais. C'est fantasmagorique et anthropomorphique. Voilà, moi je pense que c'est plus une manière d'essayer de se mettre soi-même, de s'objectiver soi-même, d'essayer de se comprendre. On n'arrive pas... C'est tellement bizarre ce que nous sommes. C'est vrai. Oui, mais quand on y pense, c'est vrai. Les autres espèces semblent être beaucoup plus en paix, quoi, disons. Hein. Mais on est toujours dans une hyperactivité, on est toujours à s'affairer. On s'affaire, quoi. On a à faire. C'est ça, s'affairer. Avec quelques exceptions près, les animaux ne font pas de réserve. Ah oui, c'est vrai. Les animaux qui hibernent, bien sûr, l'écureuil, mais parce qu'il oublie. Mais sinon, les autres animaux tuent parce qu'ils ont faim, et lorsqu'ils ont fini, lorsqu'ils n'ont plus faim, ils laissent ce qui reste pour d'autres espèces qui viennent compléter la chaîne alimentaire. Alors que l'homme a inventé le congélateur. Ouais. On aime bien stocker, en plus. Dès qu'il y a un risque d'eux, on va vite stocker des trucs. Et c'est ce que me racontent mes copains chasseurs intelligents. Ils disent que c'est le congélateur qui a tué la chasse. Parce qu'avant, lorsqu'un chasseur avait pris 3 pièces, 5 pièces, il en faisait profiter ses voisins. C'est pas le supermarché, non. Ah ben non. Et aujourd'hui, le chasseur met dans le congélateur et un an après va bouffer le faisan d'élevage qu'il a tué il y a un an. C'est juste ahurissant. Enfin bon, ça c'est un texte de Bergson que j'ai lu hier que je trouvais intéressant, mais l'hypothèse quoi. Je sais pas alors qui est. Ah, c'est là. Bon voilà, c'était sympa comme expérience. On se revoit la semaine prochaine, mais pas avec Anaïs. Avec Augustin sur Spinoza. Vous en aviez parlé Passion triste. La dernière fois de Spinoza. Spinoza, c'est oui. Sur la liberté, justement. Ah oui. La liberté, c'est pas le libre arbitre, c'est la perfection en tant qu'adéquation à soi. C'est-à-dire, si je schématise, c'est devenir, être pleinement ce qu'on est. C'est augmenter la puissance au maximum du corps, augmenter au maximum la puissance de l'esprit. C'est pas déclencher des causes sans raison, ce que est le libre arbitre. Et donc, ça implique une régression à l'infini, on l'avait vu. Tandis que Spinoza, c'est pas ça. C'est vrai que ça peut... C'est autre chose, mais c'est passionnant. Augustin me disait hier qu'en fait, la difficulté qu'il avait eu à préparer les 2 séances qu'il va nous apporter, ça a été de simplifier. Ah oui, alors que c'est un spécialiste de Spinoza. C'est comment présenter Spinoza pour que ce soit digeste. Et puis, 2 fois 1 heure.
Ah, et je pense qu'il peut faire vraiment bien. Enfin, C'est un grand merci, Amélie. c'est de rien. C'est que la place est réservée au show pour l'an prochain. Si vous le voulez bien. Ah bah oui. Mais c'est vraiment passionnant. Mais je me disais peut-être une des formes qui serait intéressante, j'ai pu expérimenter ça à Toulon, ça m'est arrivé de le faire, c'est proposer en fait une lecture active de quelques textes d'un philosophe que je choisis moi, que je considère par exemple comme étonnant, intéressant, machin, que je prépare un exposé sur les textes que j'ai déjà mis en ligne ou quelque chose comme ça, pour qu'ensuite on soit plus dans un échange plutôt qu'un exposé de surplomb où en fait la difficulté aussi que vous pouvez avoir, c'est que vous ne savez pas d'où je pars, par exemple. Eh oui, donc c'est difficile parce que du coup, moi je peux ne pas bien comprendre les questions, du coup, parce que je ne sais pas non plus d'où elles partent de votre part. Tandis que si, là, on a quelque chose de commun, j'avais travaillé notamment sur la question de la peine de mort, pour montrer que, selon Kant, c'était scandaleux de ne pas être pour la peine de mort. Que ne pas tuer quelqu'un, c'était lui manquer de respect. Ah, Et le respect à toute l'humanité, Nietzsche dit. les gens étaient scandalisés. Enfin, c'était comment? Mais c'est un philosophe des Lumières. Et il dit qu'il faut les tuer, les tribunaux. Il dit qu'il faut les tuer. Et pourquoi? Et du coup, il y avait les textes. Et on avait pu dire, reprenons l'argumentation, essayons de comprendre pourquoi. Et ensuite, quand on pourra débattre. Oui, ça me va bien. Ah ouais. Et ça, je trouve que ça peut être pas mal. Et du coup, là, j'avais proposé, du coup, pour contrepoint, il y avait donc un dialogue. Il y avait Kant d'un côté des arguments et j'avais mis Beccaria de l'autre. Qui était pour l'abolition de la peine de mort à la même époque. Ça peut être intéressant sur un thème. Ouais, Hein, ouais, c'est pas mal ça, je pense.